Très bien. Bon, mesdames, messieurs, bonjour. Euh, donc, on va passer une petite heure ensemble sur une étude que nous avons publiée il y a une semaine. Donc, vous avez le titre sur ce premier écran. Les entreprises françaises sont-elles prêtes à entrer dans les limites planétaires? Voilà un petit peu euh, la structure de ma présentation. Je vais d'abord dire un peu qui nous sommes. Ensuite, je ferai une introduction sur notre méthode de triple comptabilité, parce que c'est à la base de toute l'étude que nous avons faite. Ensuite, je vous présenterai l'étude, et puis on verra sur la base des conclusions quelles solutions on s'offre aux entreprises pour progresser. Et nous aurons certainement un temps pour les questions. Rapidement, qui nous sommes. En fait, cette étude a été réalisée par un écosystème de 3 entreprises. Et je suis le fondateur des 3 entreprises. La plus récente, celle qui se trouve à gauche, s'appelle Kerlotech. Kerlotech est un écosystème de petites entreprises qui se trouvent en Bretagne, qui ont des vocations dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie renouvelable et de la construction. Et puis à Kerlotech, il y a aussi un centre de formation. Cet écosystème a été créé en 2018. Et chez Kerlotech, notre vocation, c'est de démontrer qu'on peut vivre confortablement en respectant les limites planétaires, vivre et travailler, puisque c'est aussi un objectif de développement d'entreprise qui respecte les limites planétaires. Au moment où je vous parle, Kerlotech emploie, donc à côté de Guingamp, dans un tout petit patelin, 9 personnes. La deuxième entreprise de l'écosystème s'appelle Goodwill Management. Donc Goodwill, c'est une entreprise que j'ai créée en 2003, qui est un cabinet de conseil en RSE, qui est aujourd'hui le pôle RSE de Baker Tilly, qui est un grand groupe d'expertise comptable et d'audit. Donc, en fait, l'activité de Goodwill Management, c'est, au sens le plus large du terme, le conseil en responsabilité sociétale. Comme vous l'imaginez, en ce moment, on est très occupé avec la mise en œuvre de la CSRD. Mais on a un savoir-faire très particulier qui va être utilisé dans le cadre de mon exposé, qui est la triple comptabilité économique, sociale et environnementale des entreprises. Chez Goodwill Management, aujourd'hui, nous avons une 50aine de collaborateurs et nous sommes implantés à Paris, à Nantes et à Lyon. Voilà. Donc en fait, j'ai cédé Goodwill Management à Baker Tilly pour pouvoir financer le projet Kerlotech. Mais je suis plus le président de Goodwill, mais je suis toujours membre du comité de direction. Et puis l'agence Lucie, c'est une agence qui délivre un label, le label du même nom, Lucie 26000. Nous venons de lancer la semaine dernière un autre label qui s'appelle Lucie ESG, qui est le premier label français aligné sur la grille de lecture de la CSRD. Donc c'est bien un label de performance RSE, mais avec la structure des évaluations se fait avec la grille de reporting CSRD. Et puis on a aussi créé un label qui est lié à ce que je vais vous dire juste après, qui s'appelle Lucie Planète, et qui est un label pour les entreprises qui respectent ou sont en voie de respecter les limites planétaires. La communauté Lucie aujourd'hui, c'est 1400 entreprises et l'agence emploie une vingtaine de collaborateurs à Paris. Alors en fait, avant de venir sur l'étude que nous avons réalisée, il faut que je fasse une petite introduction pour vous expliquer un petit peu d'où vient cette étude, sur quelle base méthodologique elle a été établie, et puis ensuite je vous présenterai les résultats. Le point central de nos travaux actuellement, que ce soit chez Kerlotech, chez Lucie ou chez Goodwill Management, c'est de considérer que le respect des limites planétaires n'est pas une option.
C'est-à-dire que qu'on le pilote ou qu'on le subisse, au bout d'un moment, on sera bien obligé de respecter les limites planétaires, mais on n'est pas du tout sur le bon chemin, puisque, comme vous le savez probablement, les 9 limites planétaires qui ont été modélisées par le Stockholm Resilience Center pour la première fois en 2009 étaient au moment de la publication dépassées pour 3 d'entre elles. Et actuellement, nous sommes en train de dépasser la 7e limite, qui est l'acidification des océans. Donc vous comprenez qu'en l'espace de seulement 15 ans, 6 limites planétaires ont été franchies, ce qui est assez catastrophique. Et ça vous montre qu'en matière de dégradation du système Terre, eh bien, nous sommes tout simplement dans une très belle exponentielle. Alors, vous connaissez aussi très certainement les travaux d'une chercheuse britannique qui s'appelle Kate Raworth, l'économie du donut. Et ce qu'a fait Kate Raworth, c'est d'intégrer les limites planétaires dans un concept économique, social, environnemental, qu'on appelle le donut, qui consiste à dire que l'économie et les activités humaines plus globalement doivent se situer entre un plancher social, c'est-à-dire permettre à tout être humain d'avoir accès à de la nourriture, à de l'eau, à des services de santé, à de la démocratie, etc. Et puis un plafond environnemental. Et le plafond environnemental, c'est tout simplement les limites planétaires dont nous venons de parler. Donc sur la dimension environnementale qui est celle de l'exposé de ce matin, entre l'économie du donut et les limites planétaires du Stockholm Resilience Center, il n'y a aucune différence. Ce que nous avons fait depuis une dizaine d'années chez Goodwill Management, c'est que nous avons fabriqué notre propre donut pour les entreprises. Alors bien sûr, on n'est pas exactement aligné sur le concept de Kate Raworth, puisque le concept de Kate Raworth s'applique plutôt à un pays, alors que nous nous adressons à des entreprises. Mais vous voyez qu'il y a une grande similitude. Sur la partie gauche de cette slide, vous avez les critères que nous prenons en compte au titre du plancher social de l'entreprise: santé, sécurité au travail, précarité de l'emploi, mécénat, insertion professionnelle, formation, télétravail, écarts salariaux injustifiés et achats auprès du secteur protégé. Donc on quantifie tout ça et puis on le financiarise aussi, c'est-à-dire qu'on associe à ça pour l'entreprise soit des excédents, soit des déficits. Et puis on fait la même chose sur la partie environnementale. Alors à nouveau, on ne prend pas en compte exactement les 9 limites planétaires. D'abord parce qu'on est en progrès sur la méthode en permanence. Ensuite parce que on adapte bien sûr le concept à l'échelle d'une entreprise. Et donc, à date, les thématiques que nous quantifions et que nous financiarisons sont les émissions de gaz à effet de serre, la pollution de l'air, l'artificialisation des sols et les impacts que ça a sur la biodiversité, la production de déchets, la pollution de l'eau, la consommation de ressources fossiles et minérales, non renouvelables donc, et puis la consommation de l'eau. Voilà. Alors, bien évidemment, il y a eu un gros travail de R&D chez nous pour passer de concepts et d'informations, de data qui sont des data à l'échelle mondiale, pour aboutir à des quotas de limites planétaires pour les entreprises. Maintenant, bien sûr, je vais me centrer sur la partie environnementale, qui est le cœur de notre discussion de ce matin. Voilà. Et donc, on est parti des limites planétaires, on les a ramenées à la France au prorata de la population, on les a ventilées par secteur, en fonction des besoins des différents secteurs. Donc, un quota pour le secteur agricole ne sera pas le même qu'un quota pour le secteur des entreprises du numérique, par exemple, en matière d'eau, c'est évident. Et puis enfin, le quota sectoriel, eh ben, on le ventile en fonction de toutes les entreprises du secteur au prorata de leur valeur ajoutée. C'est-à-dire que le quota, c'est le quota du secteur multiplié par la valeur ajoutée de l'entreprise et divisé par le PIB du secteur,
qui, comme vous le savez, est une somme de valeur ajoutée. Voilà. Et donc, on se retrouve avec des quotas par entreprise, des quotas de limite planétaire. Alors, le travail commence un petit peu comme quand on fait une analyse de cycle de vie, c'est-à-dire qu'on mesure des unités physiques, des tonnes, des mètres cubes, des hectares, des kilos, etc. Vous voyez, ce sont les exemples que vous avez ici sous les yeux. Donc, et on fait ça à l'échelle de l'entreprise. Et on fait ça aussi moyennant un modèle de calcul dans lequel je ne rentrerai pas, sauf au moment des questions si vous voulez, pour toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Et puis, une fois qu'on a collecté toutes ces informations et qu'on a tous les calculs qui ont été faits des impacts physiques, donc sur le carbone, ben, c'est ni plus ni moins qu'un bilan carbone, hein, et après, on a un bilan eau et puis un bilan production de déchets qui se calcule de façon assez analogue à ce qu'on fait au niveau du bilan carbone. Donc là, on est dans un principe d'ACV. Voilà, ACV simplifié, puisqu'on prend un nombre plus limité de critères. Et puis, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va financiariser les écarts entre les quotas qu'on a calculés pour les entreprises et puis les impacts réels. Voilà. Donc, le principe de la financiarisation, à nouveau, il est très simple. En matière de calcul, c'est juste un tout petit peu plus compliqué, mais le principe est très simple. On dit, ben, si y a écart entre l'impact de l'entreprise et son quota sur l'eau, sur le carbone, sur les déchets, que sais-je, eh bien, ça veut dire qu'il y a surconsommation de capital naturel de la part de cette entreprise. Elle consomme plus que sa part. Voilà. Et si elle consomme plus que sa part, ça veut dire que la surconsommation de capital naturel aura un effet de dégradation de l'économie à long terme. Donc, je prends un exemple. Vous émettez des particules fines dans l'atmosphère. Vous en émettez plus que le quota que nous avons calculé, eh bien, le surplus, on va le calculer, ça c'est la phase précédente, et ensuite on va dire ben, quels sont les frais de santé qui vont être générés à l'échelle de la France, si on travaille sur une entreprise française, avec la production de ces particules fines, puisque vous savez très bien que ben, les particules fines en France, c'est 40 000 morts par an. Puis avant que les gens meurent, ben, ils sont malades, et donc il faut les soigner, etc. Et donc on calcule tous les frais pour la collectivité de santé et de perte de capacité de production au travail, etc., qui sont issus de la production en excès de particules fines. Et ça va nous donner effectivement une dette exprimée en euros. Et donc l'idée, ça consiste à dire, je le dis avec d'autres mots, la surconsommation présente de capital naturel appauvrit nos enfants. Et la question, c'est de combien? Voilà. Alors, vous voyez que sur cette page, il y a toute une série d'informations sur des publications académiques. Nous avons collecté un grand nombre de publications qui ont déjà été publiées sur ce principe de regarder l'impact économique de la dégradation du capital naturel, et c'est sur ces bases-là que nous faisons nos calculs. Donc 100% de ce que nous produisons dans le cadre de la méthodologie est fondé sur des travaux scientifiques. N'en déduisez pas que la méthode est parfaitement juste, parce que même les travaux scientifiques ne sont pas parfaitement justes. Par contre, ben, on a un résultat qui est scientifiquement robuste, et c'est déjà pas mal. Vous voyez ici un exemple hein, d'une entreprise pour laquelle nous avons fait une empreinte environnementale. Donc, les barres, si vous suivez mon curseur, les barres vert foncé là, ce sont les quotas de limite planétaire qui, sur ce slide, sont exprimés en euros, mais on les a bien sûr dans d'autres documents en unités physiques. Donc, par exemple, ça, c'est une entreprise qui a un quota sur le carbone de 100 000 euros par an. Voilà. Et puis, ben, ces émissions de carbone, c'est 450 000 euros. Donc, ça veut dire c'est ce que vous voyez, j'espère, je ne suis même pas sûr, en bas de la slide, parce qu'il y a
il y a mon bandeau de Windows là qui, bon, c'est que ça fait tout bêtement un déficit de 350 000 euros sur la partie émissions de gaz à effet de serre. Et puis on a la même chose pour la pollution de l'air, pour l'utilisation des sols, etc., etc. Ce qui fait que cette entreprise-là, eh bien, tous les ans, elle a un déficit environnemental de 1,4 million. Et quand on sait que c'est une entreprise qui gagne à peu près 1 million d'euros d'excédent brut d'exploitation par an, eh ben on se dit qu'il y a un problème puisque la destruction de valeur environnementale est supérieure à la valeur économique et indirectement sociale qui a été créée. Et puis, tant qu'à faire, je vous montre un autre exemple ici de calcul global à l'échelle d'une entreprise entière. Où vous voyez apparaître le concept de triple comptabilité économique, sociale et environnementale. Donc ici, vous avez une entreprise avec toute sa chaîne de valeur, hein, donc c'est les impacts directs et indirects, qui représentent une valeur ajoutée, c'est-à-dire une contribution au PIB de 542 millions par an, ce qui fait au total, avec tous ses fournisseurs et les fournisseurs des fournisseurs de rang 2, 3, 4, 5, N, 21 000 emplois soutenus. Elle fait beaucoup de choses sur le plan social en matière d'insertion, en matière de mécénat, etc. Ce qui lui donne une empreinte sociale positive de 1,2 million, ce qui, au passage, n'est pas si fréquent. Et puis, par contre, son déficit environnemental, vous voyez, il est de presque 26 millions d'euros tous les ans. Et ça, c'est la financiarisation de l'écart entre ces impacts environnementaux et les quotas qui ont été affectés à cette entreprise selon la méthode précédemment évoquée. Voilà. Donc, la méthode en question, elle est aujourd'hui utilisée par de très très nombreuses entreprises en France qui sont intéressées de savoir effectivement où elle se situe par rapport aux limites planétaires. Et ce concept d'écart d'une entreprise à ses quotas de limites planétaires, il est très nouveau, mais comme je le disais en introduction, ce n'est pas une option. Et donc, vous avez là des entreprises, entre guillemets, pionnières qui sont motivées pour voir comment se mettre dans une trajectoire de respecter ces fameuses limites. Alors maintenant, je vais vous présenter les résultats de l'étude. Et vous allez voir que c'est assez intéressant et que ça remet en cause toute une série d'idées reçues sur les impacts des entreprises et les progrès qu'elles font dans le domaine de la transition écologique. Donc on a travaillé, c'est une étude donc, qui a été menée par les trois entreprises que j'ai évoquées tout à l'heure, hein, Kerlotech, Goodwill et Lucie, chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Globalement, il y a eu des contributeurs de ces trois entreprises dans deux équipes. Une première équipe qui a travaillé sur l'écart de toutes les entreprises françaises à leur quota de limite planétaire, et une deuxième équipe qui a travaillé sur le niveau de maturité RSE des entreprises françaises. Voilà. Alors, on a essayé de répondre à trois questions au cours de cette étude. On a travaillé là-dessus pendant à peu près un an. Première question, quel est l'impact environnemental des entreprises françaises prises toutes ensemble? Donc, on prend toutes les entreprises, on en fait une seule, qu'on pourrait appeler l'entreprise France, voilà, et on regarde si elle respecte ou non ses quotas de limite planétaire. La deuxième question, c'est quelle est la part des entreprises françaises qui sont engagées en RSE, un peu, beaucoup ou très fortement. Et la troisième question, c'est quel est l'impact de ces entreprises-là. C'est des entreprises qui sont fortement engagées en RSE pour voir les progrès que peut faire la RSE aux entreprises qui s'engagent. Alors, je vous annonce tout de suite les résultats. Et là, on est au cœur de la discussion et au cœur de ce que j'ai à vous présenter ce matin. Nous avons un dépassement des quotas de limite planétaire de toutes les entreprises françaises prises toutes ensemble, qui nous amène à la conclusion que, en moyenne, les entreprises françaises dépassent d'un facteur 3 leur quota de limite planétaire.
Alors, vous voyez tout ce que nous avons calculé, hein, je reviens sur nos items de tout à l'heure, le changement climatique, la pollution de l'air, l'artificialisation des sols, les déchets, la consommation d'eau, la pollution de l'eau et la consommation de ressources fossiles et métalliques. Bon, ben, en moyenne, ça nous fait un dépassement de 296%, c'est-à-dire facteur 3. Voilà. Et je ne sais pas si vous le voyez en bas de l'écran, mais quand on financiarise cet écart, eh bien, on arrive à un coût pour les générations futures de 200 milliards d'euros tous les ans. Donc ça, c'est une première information. Alors, vous avez bien sûr là-dedans toutes les entreprises, hein, c'est-à-dire depuis l'artisan qui n'a pas de salarié et qui gère un salon de coiffure ou une boucherie, jusqu'à la boîte du CAC 40, en passant par les PME, les entreprises de taille intermédiaire, etc. Voilà. Donc, ça nous fait un écart d'un facteur 3. On peut le dire d'une autre façon, si toutes les entreprises du monde fonctionnaient comme les entreprises françaises, pour que ce soit soutenable, il faudrait une planète 3 fois plus grosse, ou bien il faudrait 3 planètes. Donc après 25 ans de transition écologique, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça, c'est le résultat de notre premier calcul. Et j'aurai certainement tout à l'heure des questions, mais je le laisse pour les questions, sur comment on est arrivé à ces résultats-là, comment on a procédé. Je répondrai tout à l'heure. Je vais directement à l'essentiel. La deuxième chose que nous avons faite, alors ça, bien sûr, plus particulièrement avec l'aide de l'agence Lucie, c'est qu'on s'est dit quelle est la part des entreprises françaises qui ont un niveau de maturité RSE qui peut ressembler à quelque chose. Et donc, on a défini, comme vous le voyez sur la droite, sur le tableau de droite, 4 niveaux de maturité. Les entreprises qui ne sont pas engagées, qui ne savent pas très bien de quoi on parle quand on parle de RSE. Les entreprises qui font des trucs, engagement partiel. Les entreprises qui ont une démarche RSE qui ressemble à quelque chose. Voilà. Et les entreprises fortement engagées. Et pour les entreprises fortement engagées, nous avons pris en compte un très grand nombre de critères. Vous voyez qu'on a 20 critères, incluant, bien sûr, charité bien ordonnée, les entreprises labellisées Lucie 26 000 ou Lucie Progress, mais aussi les Bicorp, les engagés RSE de l'AFNOR, les labellisés PME+, les entreprises qui ont une certification ISO 14001, les entreprises commerçants responsables, Positive Company, etc. Et on a été très inclusif. Et notre propos n'était pas, on a intégré toutes les entreprises à mission, toutes les entreprises du mouvement Impact France, toutes les entreprises signataires du pacte mondial, vous voyez. Et l'objectif n'était absolument pas de chercher à hiérarchiser les entreprises qui, au sein de cette catégorie, sont meilleures que les autres ou plus exigeantes que les autres parce que leur label est plus ou moins exigeant. Ce n'était pas le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, c'était de regarder, de trouver un système pour catégoriser les entreprises dont l'engagement peut être considéré comme fort. Et pourquoi il est fort dans le cadre de toutes ces distinctions et labels? C'est parce que ça oblige à mettre en place un système de management, puis à suivre sa performance tous les ans, etc. Voilà. Alors, le résultat, vous l'avez déjà lu sur la droite, hein, c'est assez impressionnant, à savoir que si je me concentre sur la colonne vraiment tout à fait à droite, c'est-à-dire les entreprises de 10 salariés et plus, vous en avez la moitié qui ne savent pas encore très bien de quoi nous parlons quand on parle de RSE en France à ce jour. Voilà. Des entreprises qui sont partiellement engagées, vous en avez un quart. Des entreprises qui ont un engagement qu'on peut considérer comme crédible, vous en avez 15%. Et des entreprises qui sont dans la catégorie des premiers de la classe, là, c'est-à-dire de la vingtaine dont on vient de parler, vous en avez 8%. Donc, ce n'est pas beaucoup. Et donc, la constatation qu'on peut faire à ce stade, c'est qu'on a aujourd'hui, premièrement, une situation environnementale qui est, appelons un chat catastrophique, et de l'autre côté, après 25 ans de transition écologique et sociale, puisque
Le début de la RSE, c'est la publication du Pacte mondial en 1999, ça fait 25 ans. Eh ben, nous avons un nombre d'entreprises engagées qui est encore très très faible. Alors la troisième question qu'on s'est posée, c'est d'accord, mais est-ce que les entreprises qui sont dans les premiers de la classe, fortement engagées, respectent, elles, les limites planétaires? Et donc, en fait, là, on revient aux travaux que nous réalisons tous les jours avec notre méthode de triple comptabilité, c'est-à-dire qu'on a un assez gros échantillon maintenant. Je ne saurais pas vous dire précisément, mais on a fait des mesures d'impact environnemental avec notre méthode sur entre 50 et 100 entreprises, je n'ai pas compté exactement. Donc, on commence à avoir un échantillon représentatif. Les entreprises sur lesquelles nous travaillons, ce sont bien évidemment pas celles qui ne sont pas du tout engagées en RSE, elles ne viennent pas nous voir, mais ce sont des entreprises donc fortement engagées, labellisées ISO 26000, entreprises à mission, entreprises se déclarant à impact positif, etc. Et le résultat des courses, c'est premièrement, aucune ne respecte ses quotas de limites planétaires, et avec des engagements de cette nature, on arrive à peu près à réduire de 20 à 30% ces impacts environnementaux. Et donc, ça veut dire que si la moyenne française est à 3 planètes, eh ben, les entreprises engagées en RSE, engagées à impact positif, à mission, etc., elles se situent entre 2,4 et 2,1 planètes. Donc, le compte n'y est pas. Alors comprenez bien mon propos, hein, je ne suis pas en train de critiquer tous les efforts que ces entreprises-là font. Parce que je suis bien placé, hein, je suis fondateur de la communauté Lucie, je vois très bien ce que ça demande comme effort d'être labellisé, et donc c'est déjà pas si facile. Simplement, on ne fait pas l'autruche, hein, on se dit d'accord, on a fait des progrès, on a gagné 30%, on a gagné 20%, magnifique, mais on a encore des marches à monter pour arriver au respect des limites planétaires. Voilà. Ceci nous amène à définir 2 niveaux de RSE, comme vous le voyez en bas de la page. La RSE 1.0, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est la RSE qui consiste à réduire ses impacts. Et donc, tout ce que je vous ai dit précédemment, c'est de la RSE 1.0, c'est-à-dire entreprise à mission, labellisée ISO 26000, se déclarant à impact positif. J'aurai un petit mot là-dessus tout à l'heure. Voilà. Et vous avez bien sûr en dessous le schéma qui est en dessous de RSE 1.0, eh bien, c'est tout simplement les 7 questions centrales de la norme ISO 26000. Et puis, vous avez la RSE 2.0, pour les entreprises qui sont résolues à rentrer dans le donut. Voilà. Et vous voyez que, mine de rien, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour les entreprises les plus engagées en France pour arriver jusqu'au respect du donut. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Alors, il y a pas mal de conclusions qui peuvent être tirées de cette étude. La première conclusion, qui est une très bonne nouvelle, c'est que le nombre d'entreprises qui sont fortement engagées en RSE, c'est-à-dire les 8% dont j'ai parlé tout à l'heure, il a explosé au cours des 6 dernières années. On avait fait une étude de même nature en 2019 et on avait 1% d'entreprises qui étaient fortement engagées. Aujourd'hui, on est à 8%. Donc, on a à nouveau ici une exponentielle, puisque le nombre d'entreprises engagées a été multiplié par 8 en 6 ans. Si on continue à ce rythme, on a fait un petit calcul, eh ben, on aura 100% des entreprises engagées en RSE 1.0 dans une décennie. Par contre, il ne faut pas mollir. Et quand on voit qu'en ce moment, le Premier ministre propose un moratoire sur la CSRD, ça fait un peu froid dans le dos parce que c'est de nature à ralentir le mouvement. Le mouvement de transition écologique dans le monde de l'entreprise, il a démarré il y a 4 ans. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, nous, c'est notre boulot de mesurer tout ça depuis plus de 20 ans. Avant la crise sanitaire,
les entreprises, en grosse moyenne, hein, faisaient des trucs. Il y en avait qui étaient exemplaires, remarquables, admirables, mais en grosse moyenne française, les entreprises bricolaient des trucs, voilà, y compris les très grandes, hein. Et puis, à partir de la crise sanitaire, on a observé ce décollage. Et ça vient beaucoup de la CSRD, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Maintenant, la deuxième conclusion qu'on peut tirer, c'est que les entreprises fortement engagées, c'est-à-dire qui font de la RSE 1.0++, doivent maintenant passer à la RSE 2.0, puisque ben, si la soutenabilité est une échelle à 10 barreaux, ces entreprises-là, en moyenne, ont grimpé sur le deuxième ou le troisième barreau. Donc il y en a encore 7 ou 8 à monter. Maintenant, les autres entreprises doivent s'engager sans plus tarder en RSE 1.0. Et l'idée d'aller directement à la RSE 2.0 n'est pas enfin, c'est une fausse bonne idée, parce que, je vais en dire un petit mot juste après, passer à la RSE 2.0 demande une modification très profonde de l'entreprise, et dans 9 cas sur 10 de son modèle économique. Et donc, ça veut dire que ça prend du temps. Pour rentrer dans les limites planétaires, une entreprise qui aujourd'hui a une empreinte de 2,5 planètes, c'est-à-dire une bonne entreprise bien engagée en RSE 1.0, il va lui falloir 10 ans. Elle va devoir tout changer, tout transformer, renverser la table, etc. Et pendant ce temps-là, elle va bien évidemment pas arrêter sa démarche RSE qui lui permet déjà de gagner 20-30% ou par vente arrière 40% peut-être. Vous voyez ce que je veux dire. Donc la RSE 1.0 est une RSE indispensable en même temps qu'on se prépare à aller beaucoup plus loin. Et donc, vous voyez, la conclusion à laquelle on aboutit avec cette étude, c'est que la RSE telle que vous la connaissez, telle que nous la pratiquons très certainement au niveau des personnes qui sont présentes à ce webinaire, eh ben, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Cela dit, nécessaire, ça veut dire indispensable. Et c'est simplement qu'il faut aller plus loin, parce que pour l'instant, le compte n'y est pas. Alors maintenant, je vais venir sur d'autres considérations. Sur une fois qu'on a dit tout ça, c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer justement et pour passer en RSE 2.0? Alors, je vais commencer par un petit commentaire sur finalement quelque chose qui n'est absolument pas une solution. Donc, je commence par une non-solution, qui est la surenchère des qualificatifs. C'est-à-dire que ben moi, je suis, comme vous l'avez bien compris, engagé sur ce terrain depuis 21 ans, hein, Goodwill, création de Goodwill en 2003. Et depuis 2003, qu'est-ce que la RSE a souffert comme critique? Ça revient à cocher des cases, ça sert à rien, la question n'est pas là, etc. Et alors c'est vrai qu'il y a une approche certainement trop normative, ou il y a eu une approche trop normative dans la RSE. Bon, c'est un défaut, mais ça ne veut pas dire que l'approche n'a que des défauts. Et puis, du coup, ce qu'on a vu fleurir là un peu partout, c'est de nouveaux concepts. Alors aujourd'hui, on parle d'entreprise à impact positif, on parle même d'entreprise régénératrice, etc. Bon. Mais il faut définir ces concepts. Qu'est-ce que ça pourrait être qu'une entreprise à impact positif? Ben, par exemple, c'est une entreprise qui crée de la valeur sociale, c'est-à-dire du PIB, et puis qui a des externalités sociales positives, tout en respectant les limites planétaires. Voilà. Mais une entreprise qui réduit ses impacts négatifs, on ne peut pas dire que c'est une entreprise à impact positif. Or, tout ce qu'on a mesuré aujourd'hui, c'est ça, c'est réduire des impacts négatifs. C'est ça qu'on voit dans la réalité. L'entreprise régénératrice, que ça pourrait être, là, il faut encore prendre plus son élan, c'est une entreprise qui permet à d'autres entreprises de respecter les limites planétaires tout en y étant elle-même. Voilà. Donc, ça veut dire de très, très, très forts impacts évités. Et donc, bah, attention à l'usage de ces termes, qui sont des termes bah, très, très, très séduisants, très désirables, mais il faut qu'il y ait une réalité derrière. Actuellement,
Le principe général de gestion des externalités, c'est-à-dire vous prenez le dividende climat, la prochaine ZEDI, l'ACV empreinte projet de l'ADEME et j'en passe, ça consiste à évaluer tout ce qu'on fait par rapport à une situation de référence. Et comme c'est mon métier de travailler avec les entreprises sur tous ces trucs-là, ben, je peux vous dire que la situation de référence, on la choisit bien, quoi, de sorte qu'on puisse dire, ah ben vous voyez, moi je fais beaucoup mieux que la situation de référence, et donc je suis à impact positif. Voilà. Sauf que l'entreprise, vous voyez le petit schéma en dessous, elle peut avoir fait beaucoup mieux que la situation de référence et être toujours très loin des limites planétaires. Et puis le deuxième point d'attention, c'est que toutes ces appellations très très chouettes, elles sont utilisées sans aucune mesure. Voilà. On se déclare à impact positif. Ben, moi, je dis à toutes les boîtes qui disent nous sommes des entreprises à impact positif ou régénératrices, ok, venez, nous on va faire votre triple compta, et puis on va vous dire où vous en êtes par rapport aux limites planétaires. Et puis, ben, en fait, il n'y a pas tant que ça de monde qui vient parce que c'est plus facile de proclamer que de mesurer. Et voilà. Je précise au passage, pour vous voyez bien que j'essaye de tenir, enfin, nous essayons dans l'écosystème Goodwill, Kerlotech, Lucie, de tenir des discours de vérité. Voilà. Kerlotech aujourd'hui est engagé dans une démarche de respect des limites planétaires. Eh ben, je peux vous dire que ce n'est pas une promenade de santé, puis qu'on n'y est pas encore. C'est vachement dur. Voilà. Donc, quand on s'y colle, on voit que y a du chemin à faire et que la pente est raide. Bien. Donc, quelle solution? Ben, en fait, chez Lucie, on a lancé un label pour les entreprises qui respectent les limites planétaires. Et comme on sait qu'on ne peut pas les respecter du jour au lendemain, on adjoint à ce label, comme vous le voyez, une année. Donc on dit, ben, si vous êtes Lucie Planète 2050, par exemple, eh ben, ça veut dire que vous êtes dans une trajectoire qui vous permet de respecter les limites planétaires en 2050. Mais pas aujourd'hui. Et par contre, vous n'avez le label que si on fait les calculs et qu'on voit que la trajectoire vous permet de rentrer dans les limites planétaires à cet horizon. Si vous êtes Lucie Planète 2020, eh ben, ça veut dire que depuis 2020, vous êtes rentré dans les limites planétaires. Et bien sûr, on fait un audit tous les ans. Et bien sûr, on est très fiers en 2030 de dire que nous, on est Lucie Planète 2020. Voilà, parce que ça fait 10 ans qu'on y est. Vous voyez un peu l'idée. Alors, vous allez sourire, mais ce label, à date, il n'a été délivré à personne. Par contre, il existe et on le tient à la disposition de ceux qui veulent rentrer dans la démarche avec une logique, effectivement, de vérité, de sincérité et non pas comment dirais-je, d'esbrouf. On a publié il y a 3 mois une méthode pour aider les entreprises à rentrer dans les limites planétaires, qui s'appelle la stratégie du Y. Donc là, on arrive sur des solutions pratiques, qui est une démarche fort utile parce qu'elle est aujourd'hui utilisée par un nombre croissant d'entreprises qui sont dans la logique de s'inscrire dans une trajectoire de respect des limites planétaires. Alors je vous explique en un mot le principe de cette méthodologie. En fait, les entreprises doivent, dans la plupart des cas, modifier leur modèle économique pour rentrer dans les limites planétaires. Et donc, si on dit à un dirigeant qui a mis en place une démarche RSE 1.0 très sérieuse sur sa boîte, bon, ben maintenant, jusque-là, tu n'as pas remis en cause ton modèle économique, donc tu fabriquais des bidules jaunes, tu as mis en place une démarche RSE 1.0, tu as gagné 20-30%, bravo. Mais pour rentrer dans les limites planétaires, il faut arrêter les bidules jaunes et il faut fabriquer des machins bleus. Eh ben, le dirigeant, il est comme un cheval devant l'obstacle et il saute pas. Parce que passer du bidule jaune au machin bleu, ben, c'est très dangereux et ça peut être fatal pour l'entreprise. Voilà. Donc vous voyez, vous êtes une entreprise agroalimentaire qui fabrique des produits carnés. Vous avez réduit de 20% vos impacts et on vous dit pour rentrer dans les limites planétaires, il faut que maintenant tu fabriques des produits alimentaires à base de végétaux.
Voilà. Et l'entreprise, ça fait 50 ans qu'elle fait de la viande. Ben, si elle passe brutalement en linéaire de je fais de la viande à je fais des végétaux, les clients vont acheter ailleurs et elle est morte. Donc le principe du Y, vous commencez à le comprendre, hein. On dit à l'entreprise, ben, tu as ton activité historique, le canal historique, là c'est la barre grise verticale sur la gauche de la slide. Et puis ben, ça, tu continues. Tu continues parce que sinon tu vas y laisser ta peau. Tu mets la démarche RSE 1.0 la plus exigeante qui soit sur cette activité historique. Tu sais qu'elle ne règle pas le problème, mais en attendant, c'est ce qui te permet de bouffer, quoi. Voilà. Et en parallèle, tu lances une nouvelle stratégie, on appelle ça le canal hystérique, parce que, bah, déjà c'est rigolo, enfin j'espère pour vous, mais moi je trouve ça drôle. Canal hystérique, parce qu'au début, si vous voulez, c'est un peu foufou, quoi. Vous arrêtez de faire ce qui vous permet de vivre et vous vous préparez à faire quelque chose de radicalement différent. Voilà. Donc au début, c'est à l'ouest. Et donc, mais c'est ça la démarche RSE 2.0. Et vous choisissez des produits, une offre, une raison d'être, tout ce que vous voulez, qui vous permet de rentrer dans les limites planétaires. Et au début, c'est le bazar. Parce que vous allez tester des trucs, ça ne va pas marcher. Vous allez trouver un produit qui est génial, mais vos clients n'en veulent pas, etc., etc. Bon. Donc c'est compliqué. Le canal hystérique, au début, c'est très compliqué. Et puis, avec le temps qui passe et beaucoup de détermination, au bout d'un moment, vous avez trouvé votre nouveau marché, votre nouvelle activité. Voilà. Et donc, vous voyez, au bout de 5 ans, par exemple, vous avez votre canal hystérique qui commence à décoller et qui est plus hystérique. Voilà. Et à partir de ce moment-là, ben, vous faites le switch et vous abandonnez votre canal historique et vous avez changé de, vous avez changé de modèle économique, de raison d'être, de vocation pour vos clients, etc. Voilà. Et donc, bien sûr, dans le bouquin, il y a beaucoup, beaucoup de choses sur comment on fait tout ça, avec des méthodologies, des calculs dans tous les sens, voilà. Mais vous voyez un peu le schéma qui est juste en dessous de la première page du livre, là, qui explique, hein. On fait des études prospectives, on dit à quoi va ressembler le monde en 2035. Bon, ben, zéro artificialisation nette, le prix du béton qui passe de 130 euros à 400 euros la tonne, le prix du pétrole qui passe à 200 $ alors qu'il est à 100 $ aujourd'hui, les canicules qui sont multipliées par deux. Bon, ben, quelle est la part, de toute façon, limite planétaire ou pas, de mon activité économique qui va pas résister à tout ça? Et ben, une fois que j'ai fait tous les calculs, je vois que mon activité historique, de toute façon, elle s'effondre de 30 ou de 50% dans les 10 ans. Voilà. Et donc ensuite, on dit, bon, ben ça, donc c'est mon canal historique qui va de toute façon naturellement s'étioler. Et maintenant, je vais choisir des nouvelles activités. Premièrement, ben, qui permettent de remplacer celles qui vont disparaître. Et deuxièmement, qui respectent les limites planétaires. Et donc là, derrière, sur la partie nouvelles activités, canal hystérique, à nouveau, il y a toute une série de méthodos pour essayer de trouver la nouvelle voie de l'entreprise. Alors, dans ces méthodologies, ou dans ces orientations qui sont radicalement différentes, assez rupturistes par rapport à ce qu'on fait en stratégie d'entreprise en général, eh bien, on propose bien évidemment des approches nouvelles. C'est-à-dire, bon, premièrement, dans quasiment tous les cas, des modèles économiques qui sont bouleversés. Donc l'entreprise se réinvente complètement. On peut partir sur des modèles économiques basés sur le vivant, c'est-à-dire du biosourcé, du biomimétique, du biodégradable, etc. On peut partir sur des modèles fondés sur la sobriété, mais la sobriété avec un grand S, hein, pas j'ai éteint la lumière en sortant du bureau. Voilà. Sur l'économie de la fonctionnalité de la coopération, sur le réemploi massif et sur l'approche low-tech. Et vous venez de comprendre pourquoi Kerlotech s'appelle Kerlotech. Ker, c'est la maison en breton, puis Lotech, c'est les low-tech. Et donc, c'est cet angle-là qu'on a choisi à Kerlotech. Et donc, vous voyez notre petit écosystème, là, avec différentes entreprises. On a un bureau d'études en énergie renouvelable, on a une exploitation agricole, une vraie, hein. On a une entreprise d'insertion, etc. Et puis, on développe au maximum la réduction de nos impacts environnementaux avec des approches low-tech. Par exemple, sur la photo qui est en dessous des logos, là, vous voyez
un hangar qui a été construit sans énergie fossile, avec juste des méthodes des haches et des poulies. Donc un hangar low-tech, un four solaire qui nous permet de faire de la torréfaction de café, par exemple, qu'on teste en ce moment chez un industriel, la production de biochar, etc., etc. Voilà. Donc en fait, je ne dis pas que les solutions sont faciles d'accès. Elles existent si on veut, elles prennent du temps. Et c'est la raison pour laquelle la stratégie de rentrer dans les limites planétaires est une course de fond. On ne fait pas ça du jour au lendemain, mais qu'elle demande énormément de détermination. Voilà. Et ce que nous apprend cette étude que nous venons de sortir, ben, c'est que on est très loin de la soutenabilité aujourd'hui. Alors je précise bien que je ne dis pas qu'il n'y a aucune entreprise en France qui respecte les limites planétaires. Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'on n'en a pas vu, petit 1, et qu'on ne voit pas de différence fondamentale entre les entreprises à mission, les entreprises labellisées ISO 26000, les entreprises à impact, etc. Tout ça, c'est des approches qui sont tout à fait louables et positives, exemplaires, remarquables, tout ce que vous voulez, mais en gros, tout ça se vaut. Voilà. Et ça ne permet pas de régler le problème à date. Très bien. Donc, il nous reste un petit peu de temps pour les questions. Je vous remercie beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à poser vos questions. On est combien là, Émilie? On a une trentaine. Ah, d'accord. Bon, ben, peut-être 30, ça fait beaucoup pour poser des questions en live. Vous posez vos questions dans le chat à ce moment-là? Oui. Il y avait Régis qui nous demandait si tu pouvais revenir sur le passage secteur d'activité, du secteur d'activité, enfin des limites planétaires, au secteur d'activité à l'entreprise. Oui, bien sûr. Donc en fait, oui, j'explique, je comprends parfaitement la question. Le principe, c'est que donc vous vous retrouvez avec un quota de limite planétaire au niveau de la France. On fait ça au prorata de la population. Voilà. Et après, il faut le ventiler par secteur. Et donc, on ne le ventile pas de façon égalitaire par secteur. C'est-à-dire que si vous avez deux secteurs qui font la même taille en termes économiques, c'est-à-dire deux secteurs qui ont le même PIB, vous n'allez pas dire ben, je donne la même quantité ou la même quotité de quotas aux deux secteurs. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on alloue les quotas en fonction des besoins du secteur. Donc, si votre secteur consomme, par exemple, tous les ans 10% de l'eau douce, eh ben, on lui donne 10% du quota. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive, et c'est normal, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas donner pour 1 million d'euros de chiffre d'affaires ou de valeur ajoutée, vous n'allez pas donner la même quantité d'eau à une ESN et à une exploitation agricole ou à une entreprise de nettoyage qui utilise de l'eau tout le temps. Voilà. Donc c'est ça le principe. Hein. Et alors il y a un inconvénient puisque je vois venir la question juste après et c'est une très bonne question que vous ne m'avez pas encore posée, c'est que le secteur qui se goinfre et qui prend à la base beaucoup plus qu'il ne devrait prendre se trouve avec cette approche favorisé par rapport aux autres. Ben, vous avez parfaitement raison. Voilà, c'est un défaut de la méthode et je peux vous dire qu'il y en a d'autres des défauts dans la méthode, mais on fera mieux hein, dans le futur, mais dans l'état actuel des choses, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Alors, on a une question de Sabine. Quelles seraient tes recommandations pour les entreprises en création pour arriver plus vite à la RSE 2.0? Oui, voilà. Alors, bien sûr, la stratégie du Y s'applique à une entreprise qui est déjà existante, qui a une activité historique, et puis qui veut bifurquer parce qu'elle a compris qu'elle n'a pas le choix. Pour une activité qui démarre, ben, là, il n'y a pas d'histoire de Y, il faut attaquer direct sur une activité qui est à la fois résiliente, hein, c'est-à-dire la pérennité de l'activité est garantie
en dépit de tous les bouleversements environnementaux qu'on va avoir dans les 10-20 ans. Et deuxièmement, respectueuse des limites planétaires. Donc l'entreprise qui démarre, ben, assez classiquement, une entreprise en démarrage, elle fait son business plan. Voilà. Et donc, on voit au travers de son business plan quelle est son activité, qu'est-ce qu'elle achète, dans quel secteur, etc. Et on fait une empreinte environnementale prévisionnelle. Et on voit si l'entreprise est très loin du compte ou pas, et on l'incite par voie de conséquence à choisir un modèle économique qui permet de directement d'être en RSE 2.0. C'est ça l'idée. Maintenant, c'est une très bonne question parce que c'est pas facile. Je vais vous prendre un exemple très concret. C'est pas facile du tout. Et vous pouvez très bien vous trouver à un moment donné dans une situation où vous allez fonctionner en deux temps. Petit 1, je crée mon entreprise. Et petit 2, je la fais rentrer dans les limites planétaires. Parce que vous n'avez pas le choix. Vous avez vu très rapidement qu'à Kerlotech, on a une exploitation agricole. Bon, c'est une exploitation qui fait du maraîchage bio. Donc, on est de base, on est dans une logique de faible impact. On cultive des variétés anciennes. On vend ça sur les marchés dans un rayon de 20 km autour de l'exploitation, en circuit court, etc., etc. Très bien. Au moment où je vous parle, l'entreprise maraîchage bio qui s'appelle le Champ du Dragon ne respecte pas ses quotas de limites planétaires. Voilà. Bon, on va y arriver, on n'en est peut-être plus très très loin, mais on n'y est pas encore. Bon, ça vous donne une idée de l'effort à consentir, puisque on est quand même juste un tout petit peu motivé pour arriver à ça. Maintenant, si vous lancez demain une exploitation agricole, je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous n'allez pas vous payer pendant 4 ans. Voilà. C'est épouvantable. En plus, le bio s'est cassé la figure là au cours des 2 dernières années, c'est catastrophique. Hein. Donc, vous vous mettez un maximum de dettes sur le dos, vous ne vous payez pas pendant 4 ans. Et bien sûr, tous vos rêves idéalistes d'agriculteurs de nouvelle génération, ils se heurtent assez vite au mur de la réalité. C'est-à-dire qu'au début, on se disait, oui, mais on va avoir un tracteur, mais on s'en servira qu'une fois par mois. Et puis le reste du temps, on fera de la traction animale. Donc on a des chevaux et tout le bazar. Ouais, sauf qu'on prend le tracteur parce que sinon on n'y arrive pas. Et puis on se dit, non mais la serre, on va pas mettre une serre en plastique, c'est hors de propos. D'accord, on a une serre en plastique parce que sinon ça passe pas au niveau économique. Et donc vous voyez, si on veut que l'entreprise existe avec l'approche la plus frugale qui soit, on est obligé de faire des concessions qui sont pas complètement neutres. Et puis on se dit, on va faire comme ça, on va faire au plus frugal du frugal qu'on peut, voilà. Et ensuite, on va progresser, mais c'est un espèce de compromis à trouver entre la trajectoire de respect des limites planétaires et le fait que l'entreprise existe. Parce qu'il y a une autre solution, sinon on arrête toutes les entreprises, hein, on ne fait plus rien. Et puis on respecte les limites planétaires, et puis on est mort, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment pas simple. Mais sur une entreprise qui démarre, c'est ça qu'il faut viser, avec comment j'allais vous dire, des compromis temporaires qui sont, dans certains cas de figure, incontournables. Merci, Alan. On te demande si la méthodologie d'évaluation des limites planétaires, elle est ouverte et disponible. Alors, pas encore tout à fait, mais c'est imminent. On est en train d'ouvrir une chaire de recherche sur la méthode de triple comptabilité. J'annoncerai officiellement à quel endroit dans quelques semaines. Et donc, on va faire de la recherche avec une équipe d'au moins 5 chercheurs sur le sujet pendant au moins 3 ans, pour rendre la méthode de plus en plus robuste et de plus en plus complète. Et donc, on passera la méthode telle qu'elle existe aujourd'hui, avant toute amélioration, en open source, à partir du début 2025.
Donc, vous aurez accès à la méthode en open source début 2025. Et ensuite, à chaque fois que dans le cadre de la chaire, on aura fait un progrès sur un algorithme de calcul sur l'eau ou bien sur l'artificialisation des sols ou que sais-je, eh bien, on sortira une nouvelle version de la méthode. Et au bout de 3 ans, on aura une méthode complètement une nouvelle version améliorée, voilà, qui aura été disponible, mais on ne va pas attendre 4 ans pour sortir les nouvelles versions. Donc, rendez-vous début 2025. Et dans cette méthodologie, je vous précise que vous avez tous les algorithmes de calcul pour faire l'impact socio-économique direct, indirect, induit, les impacts, comment dirais-je, les externalités sociales et sociétales et l'impact environnemental dont on a beaucoup parlé ce matin. Je ne sais pas si tu veux prendre la dernière question. Vas-y, je t'en prie. On te demande, il te rejoint sur le fait que pour lui, l'ESG a aussi débuté véritablement depuis 4 ans. Du coup, il te pose Ouais. la question de comment Goodwill générait du CA avant. Voilà. Avec difficulté. C'était le parcours des 3 entreprises que j'ai citées qui ont fait l'étude là est un parcours comment vous voyez c'est montagneux là la photo qu'on a sous les yeux et ben la pente était raide voilà c'est-à-dire que avant 2020 ben Goodwill on serrait les fesses pour payer les salaires à la fin du mois voilà. Et puis depuis 2020, bah, c'est tout l'inverse quand on a du mal à trouver des consultants. Lucie, encore pire, hein, on a créé l'agence Lucie en 2009, en pleine crise financière. Et en 2009, franchement, vendre de la RSE 1.0 un petit peu sérieuse, ça passionnait pas les foules. Donc on a failli y rester plusieurs fois. Et puis on y est arrivé. Et là, en ce moment, ben, on fait de la croissance à 2 chiffres et ça marche très très bien. Et puis, ben, Kerlotech, en ce moment, on est dans le démarrage d'un truc qui est aussi difficile que ne l'étaient les 2 autres entreprises avant 2020, parce que ben, quand on parle de RSE 2.0 aujourd'hui, les gens se barrent en courant parce que c'est dur. Voilà. Donc, avant 2020, c'était vachement dur. Voilà. Je pense que celui qui pose la question doit avoir vécu la même chose. Un petit tour, on n'a plus de questions a priori. Bon, eh ben, merci à tout le monde et puis, bonne fin de journée. Et l'étude sera à votre disposition, bien sûr. Hein. Elle est à votre disposition. Émilie vous la passera après